Bien, donc, bonjour. Dans cette session, nous écouterons au moins 3 interventions. Il va y avoir un petit changement parce que nous sommes en retard. Et rapidement, je donnerai la parole à Madame Kautar Boushib, qui essaiera de répondre à la question pourquoi devons-nous évaluer l'enseignement supérieur, pourquoi et comment évaluer l'enseignement supérieur dans les institutions à accès ouvert. L'intervention est en anglais. Madame Boushib, vous avez la parole. Donc, je disais, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Good morning, everyone. I hope all doing great. Today, I will discuss a significant topic that concerns both teachers and students, which are evaluating the quality of teaching in Moroccan public higher education institutions, with a particular focus on the Faculty of Law, Economics, and Social Sciences in Swiss. To introduce our presentation, we can see that Morocco can learn from effective and best practices adopted in other countries to improve its educational system. For instance, in the United States, students often complete surveys online at the end of each semester to evaluate teaching quality, which are taken into account in decisions about teacher promotion. And in Australia, every 2 years, teachers are evaluated by an independent commission composed both by teachers and members of community to evaluate teachers and courses. The same in Germany, universities have established a teaching evaluation system that allows students to give anonymous feedback on teachers and courses. And there are several additional examples to give of countries that have chosen to assess the quality of education provided by their educational system, all sharing a common emphasis, which is the performance of the educational system. These examples demonstrate how effective teaching evaluation can improve education quality, which could be beneficial for Morocco. For that, we have chosen to share in this presentation the results of a study conducted among a sample comprising both teachers and students from Swiss faculty. We will also share today a set of indicators were gathered from this study that we consider important for assessing quality in Moroccan public higher education institutions. But before all that, we will first explain what it is necessary in Morocco to establish a teaching evaluation system within public universities. Then we will outline the possible methods of evaluating teaching, and we will finish our presentation by summarizing our communication. Now, you may be wondering why we should evaluate teaching in public universities. In fact, gathering feedback through teaching assessment in this institution can help teachers to improve the quality of teaching by identifying weaknesses. Teaching assessment also enables students or teachers ensure that their teaching practices align with the needs of students and help them achieve their academic goals in an engaged and effective learning and effective environment. Teaching assessment increases student engagement in learning, and there are some research that have shown that students who have the opportunity to provide feedback on teaching feel more engaged in their learning. We can see also that teaching assessment help or promotes transparency, accountability, and effective teaching practices. It ensures that teachers are held accountable for their performance and can effectively enhance their teaching methods. Also, we can see that assessment results can be used as evidence to demonstrate the quality of teaching in higher education institutions. We can see also that teaching assessment
can enhance the learning experience of students and promote innovation in teaching, we can see also that teaching, the result can be presented to donors, parents, and students. Teaching assessment not only recognizes excellent teaching, but also motivates teachers to experiment with pedagogical approaches. Teachers who perform well can be rewarded for their achievements. To sum up, we can see that teaching assessment is a beneficial process for all parties involved, institutions and students. To support our case study, a questionnaire has been prepared for the teachers and students of the Swissy faculty to gather their opinions on the possibility of introducing a teaching evaluation system at Mohammed V University. This questionnaire seeks also to gather the types of indicators that should be used to evaluate teaching in our faculty. After analyzing the obtained responses, we were able to discern two following results. Firstly, effective evaluation of teaching can be achieved through several methods, such as examination results that measure students' understanding of the topics covered and allow teachers to assess their own effectiveness. Secondly, effective evaluation of teaching can be achieved through student surveys. Based on these findings, we have proposed a set of indicators that can be used to evaluate teaching practices at the Swissy faculty. We propose to initiate a positive approach at the end of each semester with students, which would allow them to provide a significant input on the courses that they have taken, including aspects where they excel and areas that could be enhanced. These indicators can measure aspects such as use of technology, adaptability, effectiveness of teaching methods, teacher engagement, and so on. But today, we will focus only on three aspects, which is evaluation form for the quality of the course, evaluation form for the quality of pedagogy, and evaluation form for the quality of supervision. Let's start with the first aspect, which is evaluation form for the quality of course. There are several ways to do so by asking students several questions such as that the teacher explain concepts and theories clearly. Are the topics covered relevant and up to date? Is the teacher able to answer questions and discuss with students? Are the handouts clear and complete? How would you evaluate the interaction between the students and teachers in the classroom? Are the exams and evaluations fair and representative of the course content? Is the teacher patient and invested in the course? How would you evaluate the clarity of the explanation provided by the instructor? Is the content relevant to the semester's program or the student's level? Is the language accessible and understandable? And for each question, the students is required to indicate whether they perceive it as excellent, good, fair, and so on. Let's move now to the second aspect, which is evaluation form for the quality of pedagogy. It's obvious that pedagogy is an essential term for the teacher to ensure the effectiveness and relevance of their teaching, which involves several elements that contribute to a successful learning experience for students. For instance, promoting individual research work, providing additional activities in parallel with the course, motivating students' interest in the subject matter, promoting teamwork, integrating theoretical concepts with real-world applications, encouraging their participation, providing timely feedback after a test, summarizing the main points. The same for each question
the student is required to indicate whether they perceive it. The combination of relevant teaching material and digital instructional support materials can contribute to an effective and comprehensive learning experience for students. By providing relevant digital instructional support materials, students can access additional resources to supplement their learning and develop a deeper understanding of the subject matter. The last aspect is evaluation form for the quality of supervision. We know all that the role of the supervisor is crucial in ensuring the success of the learning experience. An effective supervisor should be able to guide students forward teaching, to place great emphasis on providing constructive feedback, to foster an environment of open discussion, and so on. Students can answer the following questions in order to evaluate the quality of supervision in teaching by such as: does the supervisor encourage and foster critical thinking skills among the students? Does the supervisor encourage and foster students' autonomy? And so on. To sum up, I strongly advocate that teaching assessment should be included as a component of the National Acceleration Plan for the Transformation of the Higher Education, Scientific Research and Innovation Ecosystem, and it's time to establish such a system that can generate a set of indicators to evaluate the quality of education provided by public higher education institutions. This system will allow students to provide feedback on the quality of teaching and enable institutions to improve their teaching practices, which will benefit both parties, students and institutions. The second result, evaluation of teaching can be achieved through a number of methods, but it is important to note that, each method has its advantages and limitations, and that effective evaluation of teaching should use a combination of methods to obtain a complete picture of the quality of teaching. The third result, we can see that teaching assessment is a continuous process and that the result does not be used to punish teachers, but instead to improve teaching and to bring advantages to students. Those responsible for evaluating teaching must ensure that evaluations are conducted in an invasive manner and transparent manner, and the results are communicated just to teachers so that they can take in account the feedback received. Finally, I believe that teaching assessment can be one of methods that will enable our university to make constant improvement in the quality of teaching and learning and ensure that students receive the best possible methods or the best possible education. I hope that our university will be the first public university to integrate a teaching evaluation system in Morocco. Thank you for your kind consideration. Bien, donc, je ne commenterai pas, je donnerai rapidement la parole au professeur Marham, qui nous parlera de l'enseignement de la statistique dans un monde riche en données. C'est Adil Marham. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à féliciter les organisateurs pour cette manifestation et je les remercie vivement. Alors, c'est organisé par le laboratoire Analyse économique et modélisation. Et je suppose que c'est un laboratoire, donc lorsqu'on dit modélisation, automatiquement, on dit statistique. Et donc, ce laboratoire, les étudiants en master, en doctorat, c'est les grands utilisateurs de la statistique. Donc, et c'est la raison pour laquelle je voulais intervenir sur ce sujet. Alors, on n'a plus besoin, bien sûr, de montrer ou bien de démontrer l'intérêt de la statistique. La statistique, elle est partout, elle est dans notre vie de tous les jours. Et n'importe quel citoyen, je dirais même un citoyen normal, il est devant
beaucoup de données statistiques et il a besoin d'un minimum de connaissances pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc, on a vu deux interventions tout à l'heure. Je pense qu'il y avait des statistiques. On vient de voir une intervention. Il y a un questionnaire, donc bien qu'il a présenté les résultats, mais derrière il y avait forcément une analyse. Alors, l'enseignement de la statistique au Maroc, je vais commencer par vous dire, révèle de nombreuses difficultés. Bien sûr, on peut me dire oui, l'enseignement de façon générale. Moi, je m'intéresse à la statistique, vu ma spécialité. Et je vais essayer d'évoquer un peu rapidement quelles sont ces difficultés. Alors, pourquoi ce sujet? Comme vous le savez, toutes les filières d'études traitent de la statistique. Et beaucoup d'étudiants, dans pratiquement tous les cycles, doivent rédiger un mémoire de fin d'études, ou bien de fin de leur formation, et on leur demande de faire des statistiques et des interprétations de l'analyse de ces statistiques. Et bien sûr, si on ne fait pas ce genre de travaux, forcément, je pense par exemple aux mémoires de licence, on n'aura que des sujets avec du plagiat, du protoxyde. S'il n'y a pas vraiment un travail empirique, je vois mal comment on peut produire un bon travail. Donc, pour mieux comprendre ce sujet, donc, on peut se poser comme question, est-ce que le cours de statistique profite-t-il vraiment aux étudiants? Alors, je pense l'expérience de beaucoup de collègues, lorsqu'on est dans la sélection au master, pour sélectionner des étudiants de master, moi personnellement, c'est un constat, je me dis finalement c'est des étudiants, et c'est très général, je parle de la statistique, est-ce que vraiment ils ont eu des cours de statistique? Et la même chose, quel rapport ont les étudiants avec la statistique, mais aussi les enseignants avec la statistique. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est un peu voir le programme de statistique dans son ensemble. Je ne parle pas de l'enseignement supérieur, mais de façon générale. Alors, évoquer quelles sont les difficultés d'enseignement des statistiques, que ce soit au niveau des étudiants ou bien des enseignants. Et enfin, je vais essayer de terminer par quelques recommandations ou bien quelques suggestions pour améliorer cet enseignement. Alors, je tiens tout d'abord à signaler que cette présentation se veut ayant un catalyseur de discussion visant l'amélioration de notre enseignement de la statistique. Ce sont des réflexions, mais qui ne sont pas le fruit d'une démarche empirique, donc, mais plutôt d'une mise en forme des expériences d'enseignement, donc principalement mon expérience d'enseignement de la statistique, ça fait maintenant 32 ans, donc je me permets de faire cette petite analyse. Alors, il faut donc voir à ce que je vais dire, qu'on sort d'hypothèses, mais pas des conclusions, sachant que ce sont des idées et pas mal de gens peut-être qui peuvent être d'accord ou pas d'accord. Donc il ne s'agit pas d'un travail empirique. Alors, lorsqu'on dit la statistique, automatiquement on pense aux données. Donc il faut collecter ces données. Alors, lorsqu'on parle, je reviens au laboratoire, la modélisation, il faut tout d'abord avoir des données fiables. Donc la qualité des données est très importante. Après, ces données, il faut les analyser. Donc c'est là où il intervient l'outil. Les résultats de l'analyse, je rappelle, c'est des résultats techniques. Et les gens ne s'intéressent pas aux résultats techniques. Il faut être capable de transformer les résultats en conclusions. Je pense aux étudiants en économie, donc ça ne sert à rien de me dire telle variable est significative, telle variable n'est pas significative, et de me dire voilà, j'ai utilisé tel modèle, etc. Ça reste un outil. Ce qui m'intéresse, c'est l'analyse économique. J'aime bien l'intitulé du laboratoire, analyse économique. On fait de l'économie, on ne fait pas de la statistique. Donc, sachant qu'on voit bien maintenant que peut-être beaucoup d'étudiants, la modélisation, ils la considèrent comme vraiment, il a un travail, et souvent il termine sa thèse par la modélisation, et hop, c'est fini, c'est comme si la thèse, c'est vraiment la modélisation. Bien sûr, le résultat, l'objectif de tout ça,
c'est de faire des recommandations, ou bien si on est des décideurs, de prendre les décisions sur la base de ces conclusions. Les conclusions, ou bien les données, il faut les collecter, donc soit il y a des recensements, mais vous savez, la pratique la plus courante, c'est faire des enquêtes par sondage. Et c'est des pratiques qui sont très courantes dans tous les domaines, pas uniquement en économie. Lorsqu'on passe à l'analyse des données, c'est vrai qu'il y a l'appellation modélisation, l'appellation économétrie, mais je préfère parler de façon générale de l'analyse de façon générale. Donc c'est de la statistique. Lorsqu'on dit modélisation, automatiquement c'est mathématiques, statistiques. Lorsqu'on dit économétrie, c'est mathématiques, statistiques. On dit économétrie, mais dans l'Institut agronomique, ils utilisent les mêmes méthodes. La régression est utilisée partout, mais sur d'autres données, ce n'est pas des données économiques. Et comme vous le savez, la statistique, c'est deux grands niveaux, la statistique descriptive et l'inférence statistique, ou bien la statistique inférentielle. Alors, j'insiste sur une chose, lorsqu'on parle de méthode statistique, je dis toujours, il y a 3 points qui doivent figurer dans notre enseignement. Je vais parler quels sont ces 3 points. La théorie, elle est très importante, bien que beaucoup de gens disent maintenant, voilà, avec l'informatique, avec les logiciels, etc., bientôt avec l'intelligence artificielle, donc ça fait l'ordinateur, il peut faire le tout, l'analyse. Non, c'est pas vrai. Donc la théorie, elle est très importante, sinon, si on ne comprend pas les concepts sur le plan théorique, on peut faire des erreurs. Alors, je pense à l'économétrie, toujours au laboratoire, significatif n'est pas significatif. Qu'est-ce que ça veut dire significatif? À 5%, qu'est-ce que ça veut dire 5%? Je vous rappelle que le 5%, c'est arbitraire. Les bras, 82 significatifs, moi je suis significatif qui est là, le seul 10%. Il nous dit donc, il faut comprendre que lorsqu'on donne les conclusions, là, il y a des choses qui sont très importantes. On ne peut les comprendre que si on maîtrise les fondements théoriques. Bien sûr, on peut maîtriser très très bien l'outil, et comme ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens n'attendent pas de vous les résultats de l'analyse statistique. Les gens attendent de vous les conclusions et la signification. Donc il faut être capable d'interpréter ces résultats et de les évaluer et évaluer leur pertinence. Mais vous ne pouvez pas faire ça si vous ne maîtrisez pas la théorie. Et enfin, bien sûr, on sait très bien, on ne peut pas faire de la statistique si on ne maîtrise pas un outil informatique, donc un logiciel, c'est très important. Alors, vous remarquez, je pars de la statistique et j'ai laissé la définition après parce que je me dis, tout le monde sait ce que c'est que la statistique, mais je me permets quand même de donner, il y a plusieurs définitions, de donner une première définition. La statistique est la discipline qui étudie les méthodes de réduction de données, la variabilité et les populations. Vous remarquez, alors Fischer, il a bien précisé ces 3 vocabulaires. Réduction des données, parce qu'on a beaucoup de données, donc il faut les résumer, il faut les réduire. La variabilité, parce que tout notre problème, c'est quoi? C'est expliquer ces variabilités. Parce que s'il n'y a pas de variabilité, il n'y a rien à analyser. Donc toute la statistique, donc, il cherche à expliquer d'où vient, pourquoi ça varie. On cherche à comprendre, et bien sûr, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à des populations. Donc ces 3 vocabulaires sont d'une grande importance. Alors, il y a un professeur d'Amélie, et c'est mon professeur, j'étais son étudiant en Belgique, alors qui définit la statistique donc, comme le mot statistique au pluriel, les statistiques, l'ihsa'iyat, ce sont les données, pour simplifier. Et la statistique, l'ihsa', c'est un peu la discipline, c'est les méthodes qui vont nous permettre de collecter, d'analyser, d'interpréter ces données. Alors, lorsqu'on dit la statistique, ça ne démarre pas avec l'analyse des données. Donc, ça démarre avec la collecte des données. Donc, c'est depuis la collecte des données. Alors, la richesse de la statistique, c'est la variabilité. Donc, avec cette notion de variabilité, on mesure davantage non seulement l'intérêt et la difficulté de la statistique. La statistique est indissociable, bien sûr, de l'informatique et des mathématiques. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants confondent la statistique avec les mathématiques. Alors, la statistique, c'est aussi une discipline assez singulière. Donc, on est dans une faculté d'économie et on a des cours de statistique.
On peut être dans une faculté de sociologie, ils ont des cours de statistique. Donc la statistique, c'est une discipline assez singulière. Pourquoi? Parce qu'elle développe son savoir au service des autres sciences. C'est comme ça, c'est ça, la statistique, elle est au service des autres. Alors, pour le programme d'enseignement de la statistique, en général. Alors, il y a plusieurs conférences organisées pour améliorer, à l'échelle internationale, pour améliorer l'enseignement de la statistique. Alors, et notamment une conférence en 2008 en Mexique, ils ont organisé les idées pour un peu le programme statistique, et c'était autour de 7 points. Données, variables, distribution, représentation, corrélation et lien, modèle probabiliste, échantillonnage et inférence. Et sur la base de ça, ça veut dire que n'importe quel programme d'enseignement de la statistique, il faut qu'il couvre ces 7 points. C'est-à-dire un programme où on enseigne la statistique descriptive, on s'arrête, je dis toujours, il vaut mieux ne pas l'enseigner du tout. Donc, on ne peut pas démarrer et s'arrêter. Donc, lorsqu'on dit un enseignement de la statistique, c'est un peu c'est 7 points. Alors, pour le Maroc, l'enseignement de la statistique, il démarre déjà dans le collège et le lycée, donc avec quelques notions simples comme les tableaux statistiques, les représentations graphiques et quelques paramètres statistiques. Sauf le problème, malheureusement, cette partie statistique, elle est intégrée dans le cours de mathématiques. Elle intervient à la fin de l'année et beaucoup d'enseignants la négligent. Et pourquoi ils la négligent? Ils disent comme ça aux étudiants, écoutez, c'est un cours de maths, raf les examens qui touchent statistiques. Et effectivement, si on regarde les examens du baccalauréat, c'est rare où vous allez trouver de la statistique. Alors, au niveau de l'enseignement supérieur, donc la statistique, elle est présente dans beaucoup de filières, et heureusement, dans nos facultés, elle est très présente dans les facultés d'économie et de gestion, et en agronomie aussi. Malheureusement, il y a d'autres filières où la statistique n'est pas très présente. Je pense par exemple à la médecine. Je vois beaucoup d'étudiants en médecine, enfin, dans leur thèse, etc. Ils ont besoin de la statistique, mais ils n'ont pas eu de cours de statistique durant leur formation. Alors, pour la statistique en tant que spécialité, vous savez que le Maroc ne forme pas assez de statisticiens. Vous connaissez tous qu'il y a une seule école, l'INSEA, plus des formations dans des masters, dans les facultés de sciences ou bien dans les facultés d'économie. On peut avoir des formations en économétrie. Alors, pour les difficultés, très rapidement. Alors, si je parle au niveau enseignant. Alors, au niveau d'enseignant, parmi les enseignants de statistiques, ça vous le savez, il y a très peu de statisticiens qui enseignent les statistiques. Je pense par exemple ici à la faculté, forcément, ce soit des mathématiciens ou bien des économistes qui enseignent la statistique. Deuxième chose, la statistique est enseignée par des enseignants qui ont été souvent contraints de l'enseigner. Je pense à mon expérience au niveau de la faculté d'Agdal, la statistique, et parfois il est obligé parce qu'il est jeune, qu'il doit avoir 3 ans qu'il dit l'économie, statistique. Ça aussi c'est une difficulté. La statistique est souvent enseignée par des enseignants qui dans l'ensemble ont une approche formelle de la statistique. Ça veut dire, vous dites à un étudiant la moyenne, avec la formule. Vous lui demandez l'écart type, il va vous donner la formule. C'est beaucoup une approche formelle. Alors, il y a des lacunes didactiques et pédagogiques de l'enseignement de la statistique. Malheureusement, j'ose le dire, même chez certains enseignants, et comme ce que je dis, c'est tout à fait normal, parfois on n'est pas spécialiste. Le cours, ou bien les cours de statistique qui souvent enseignés, n'aident probablement pas à raffiner le concept enseigné. Je donne un exemple, la probabilité, le concept du hasard, c'est un concept très important en statistique. Et bien sûr, la statistique avancée en modélisation. C'est un concept, bien sûr, que les étudiants, bien sûr, n'arrivent pas à comprendre. Les manuels de statistique visent souvent les calculs et donnent moins d'importance aux interprétations. C'est-à-dire, même les manuels qui sont produits par les enseignants, on a ce problème d'approche formelle. Manque de formation adaptée à l'enseignement de la statistique pour les enseignants. Comme ce que je dis, c'est normal, un jeune enseignant, il est économiste, je parle de notre faculté, je vais accélérer.
Et c'est normal, il est contraint de faire la statistique, donc il n'est pas formé pour cette discipline. Manque de coordination verticale entre les enseignants de la statistique. Je pense en économie, il y a la statistique par niveau. Il y a la statistique descriptive première année, après deuxième année, première, troisième année. Le prof qui fait la statistique descriptive n'a rien à voir avec le prof qui fait la probabilité, donc il n'y a aucune coordination. Je répète, c'est mon expérience, je ne dis pas que c'est toujours le cas, c'est des vérités. Alors, la recherche sur l'enseignement de la statistique est très peu développée aussi au Maroc. Alors, toujours au niveau des enseignants, un point positif. Il y a beaucoup d'enseignants et de chercheurs qui ne sont pas des statisticiens, mais ils ont développé par leur propre effort une certaine expertise dans le domaine, bien sûr, d'analyse des données. On voit ça clairement dans les facultés d'économie et on a beaucoup d'économètres, beaucoup d'étudiants qui sont maintenant forts en modélisation. Bien que j'ai dit, être fort dans le côté technique, ce n'est pas suffisant. Alors, rapidement, pour les étudiants, donc, difficulté de la compréhension pratique de la statistique par les étudiants. Alors, la statistique n'intéresse pas beaucoup d'étudiants, c'est normal. Ils font l'associer aux mathématiques. Vous savez, les étudiants qu'on reçoit dans les facultés d'économie, c'est une faculté à accès ouvert. Alors que j'ai même départ un problème qui est le maths. Il associe la statistique aux mathématiques, donc dès le départ. Alors, il y a une absence de raisonnement statistique, il y a une absence. Donc, c'est comme ça, c'est des problèmes aussi au niveau de la formation au secondaire et au lycée. Il a des difficultés à analyser, à interpréter les résultats des calculs. Alors, un étudiant, il peut avoir 20 sur 20 si vous lui donnez des exercices de calcul. Calculer, et il va tout calculer, bien sûr, sans interpréter. Pour certains étudiants, la statistique est inaccessible, elle est difficile, et elle nécessite des prérequis particuliers. Et en donnant trop de poids aux formules, plusieurs étudiants n'acquièrent pas l'intuition du concept enseigné. Et il n'aura pas une profondeur d'analyse. Et vous avez cette séparation entre les résultats statistiques et la discipline de l'étude. Ce que j'ai dit dans plusieurs travaux de thèse, que la partie statistique, modélisation, pour la séparer, et la discipline séparée. Alors, avec le développement de l'informatique, je l'ai dit, il y a des étudiants qui croient que la statistique, c'est les ordinateurs qui s'en occupent. Alors, pour terminer, je fais quelques recommandations. Alors, première recommandation, c'est adapter la méthode d'enseignement à deux cas de figure. Il y a les étudiants qui disposent de connaissances théoriques, mais qui ne savent pas la mettre en pratique. Mais il y a aussi des étudiants qui ont un grand besoin de pratique statistique, mais ne sollicitent pas trop de connaissances théoriques. Je dis trop, mais c'est indispensable d'avoir des connaissances théoriques. Donner davantage d'occasions aux étudiants de réaliser des études et des enquêtes statistiques. Multiplier les activités d'interprétation, ce n'est pas uniquement que les calculs. Enseigner la statistique par l'expérimentation. Je pense au cours de l'échantillonnage. Je peux faire l'expérience. Voici, il y a une population, on a un échantillon, l'expérimentation, ça donne de bons résultats. Élargir l'enseignement de la statistique à d'autres filières. Donner un enseignement approfondi de la statistique dans certaines filières, donc on n'a pas besoin d'approfondir dans toutes les filières. Pratiquer la statistique et appliquer des méthodes statistiques sur des données réelles. Par exemple, déjà en première année, je vais un exemple hypothétique ou imaginaire, je peux prendre des données de la croissance, PIB, etc., travailler sur des données réelles. Alors, création, ça je le propose, au sein de chaque université, peut-être une cellule de consultation statistique pour les chercheurs, comme ça se fait dans d'autres pays. Ça veut dire à l'université Mohamed V, on a une consultation statistique, n'importe quel chercheur, la faculté d'économie, la faculté de médecine, la faculté de sociologie, etc. Il passe par cette cellule pour valider un peu sa méthodologie, etc. Je sais que ça se fait de façon informelle. Il y a beaucoup d'enseignants qui demandent une consultation, qui cherchent un collègue, ou etc. S'il y a une cellule comme ça peut se faire de façon
officielle, entreprendre des actions pour encourager une meilleure pénétration des méthodes statistiques et économétriques, organiser des formations spécifiques pour les jeunes chercheurs, création d'une cellule d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Ça rejoint l'intervention de ma collègue précédente, c'est-à-dire cette cellule, il a le rôle de mettre en place les conditions nécessaires pour pouvoir garantir de manière durable une haute qualité au niveau de l'enseignement de la statistique, mais surtout de déceler suffisamment tôt les problèmes pouvant surgir dans l'enseignement de la statistique. Et le bon usage de la statistique, c'est une piste aussi à développer par la publication et la rédaction, diffusion auprès des chercheurs et auteurs d'articles et guides de bonnes pratiques statistiques, instaurer un processus institutionnel, je rejoins ma collègue, d'évaluation des enseignements. Il a parlé des enseignements de façon générale, moi je parle des enseignements de la statistique. Ce processus doit avoir comme objectif d'améliorer la qualité de cet enseignement. C'est un processus transparent et collégial. On n'évalue pas la personne, on n'évalue pas le professeur, on évalue l'enseignement à travers des questionnaires et aussi les commentaires des enseignants. Alors, pour conclure, la statistique est une discipline pour laquelle on manifeste beaucoup d'intérêt croissant. Je vous rappelle qu'il y a une journée mondiale de la statistique chaque année, qui est le 20 octobre, une journée mondiale. Ça signifie l'importance qu'on accorde à cette discipline. Le statut dans notre pays permet de constater que cet intérêt, il est là, mais il n'a pas couvert de tous les problèmes. Et donc il y a des choses à faire au niveau de l'enseignement de la statistique. Je parle pas pour les facultés d'économie, mais dans notre système d'enseignement. Désolé, Monsieur le Président, si j'ai pris un petit peu plus de temps. Je sais que c'est précieux. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup, professeur Marron. Et je donnerai la parole rapidement au professeur Zahid Haj. Il nous parlera d'une vision innovante de la formation et de la recherche en sciences économiques au Maroc, ou vers une vision innovante de la formation et de la recherche en sciences économiques au Maroc. Cette intervention est normalement préparée par le professeur Zahid Haj et le professeur Redouane Raoult. À vous la parole, professeur Zahid. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on peut dire Massa Khem. Alors, c'est très important lorsque c'est lancé à insister sur l'adverbe. Comment faire? Comme ça? Alors, cette précision et les détails, vert, ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Alors, cette précision et les détails, cette présentation, c'est l'occasion de discuter quelques éléments pour améliorer la formation et la recherche en sciences économiques au Maroc. Donc, ce n'est pas la vision innovante, ce sont des éléments que nous présentons en la matière. Alors, c'est préparé par moi et le professeur Redouane Raoult, et c'est préparé dans le contexte actuel de la réforme qui est en cours de l'essence et de l'enseignement de sciences économiques. Et on a dit que c'est profitable que nous présentons ces éléments de réflexion et qu'on puisse les discuter avec les collègues. Donc le plan, c'est 4 points. Donc on commence par l'interrogation qui est actuelle. Peut-on parler d'une crise de formation des économistes dans nos facultés et au Maroc en tenant compte d'un certain nombre d'indices qui existent? Par exemple, le nombre des inscrits dans la licence, dans les licences purement sciences économiques.
bien sûr, en prenant le mot crise ici comme risque et opportunité. Il existe un risque, il existe surtout une opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est notre réflexion collective sur notre discipline. Parce que c'est important, parce que rarement on réfléchit sur nos disciplines, les gens qui pratiquent la discipline, et si on le fait à la dernière minute. Donc, notre objectif, c'est de réfléchir et nous prendre le temps. Nous voulons que ce soit une réflexion, mais il n'est absolument pas tenu par un quelconque deadline. Alors là, donc la première question, c'est existe-t-il une crise? La deuxième question, est-ce qu'il y a un accord entre nous en quoi consiste un économiste? Souvent, on n'a pas des accords, on n'a pas en quelque sorte un dogme. Voilà l'économiste. Et c'est important que ces débats émergent de ces débats une conception commune, parce que c'est très important. Comme vous le savez, les conceptions communes, ça permet au groupe de fonctionner. Peut-on définir un économiste par les compétences acquises, par les curricula que ces économistes étudiaient, ou par l'utilité ou la reconnaissance sociale? Par exemple, on peut dire que quelqu'un est économiste, juste parce qu'on a reconnu son expertise dans le domaine économique. Ou bien, un économiste, c'est juste quelqu'un qui a un diplôme en économie. Donc ça, ce sont des questions. Bien sûr, j'ai précisé que notre contexte, c'est la réforme actuelle. Prenons, je connais un peu l'histoire des années 80, 90, 2000 jusqu'à 2010. Généralement, qu'est-ce qu'on remarque? Avant, tout le monde est obligé de faire sciences économiques. Dans les années 70, la majorité sciences économiques, économie de développement et les autres domaines. Il n'y a pas de gestion. Mais il faut remarquer deux choses. Qu'il y a des efforts des collègues colossales qui ont été faits à la fin des années 80 et au début des années 90. Ces efforts ont été faits dans deux directions. Je me rappelle que j'ai discuté beaucoup avec les collègues qui ont travaillé dans les années 80. Bien sûr, j'étais étudiant dans les années 90 et j'ai commencé à enseigner au milieu des années 2000. Quel est l'effort que les collègues ont fait à la fin des années 80 et au début des années 90? C'est formaliser les formations. On passe, entre guillemets, ce que quelques collègues appellent la littérature marxiste concernant l'économie, à plus de formalisation. C'est un effort colossal. Okay? Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de collègues qui ont retourné de pays, surtout anglo-saxons, qui ont introduit beaucoup de formalisation dans les années 90. Mais déjà des efforts, des collègues qui étaient là ont fait des efforts pour plus de microéconomie, plus de matières techniques, etc. Et il y a un autre effort qui est très important, c'est créer des options de gestion. Par exemple, dans la faculté d'Agdal, que je connais un peu mieux que les autres, on a créé une option ressources humaines, relations internationales, PME, etc. Ça, je pense que c'est un effort extrêmement colossal qu'il faut reconnaître. Et ça fait partie des efforts des collègues pour s'adapter. Alors, ça, c'est en quelque sorte ce qu'on a observé, c'est un peu l'historique. Les particularités maintenant qu'on a repérées en discutant, bien sûr, vous pouvez les remarquer, on peut dire que ce sont des faits qu'on observe, mais ils nécessitent encore d'être étayés. La première chose, que la formation en sciences de gestion, c'est un parcours court, à moyen à long. Vous pouvez former en 2 ans quelqu'un qui est utile en gestion. Par exemple, les BTS, c'est quoi? C'est des techniques de gestion qu'on enseigne en 2 ans et les gens sont opérationnels. La gestion est une science facilement professionnalisable. Okay? L'économie, on suppose que ce n'est pas facilement professionnalisable. Donc, et puisque l'économie est différente de la gestion, l'économie est une filière de moyen à long terme. Vous ne pouvez pas former un économiste en 2 ans. Vous ne pouvez pas le former en 3 ans. Généralement, on devient un économiste à 5 ans. À 5 ans, on devient un économiste. Donc, c'est par nature. Hein. C'est pas un choix. C'est par nature parce que ça nécessite une maturité. Un économiste nécessite une maturité. Troisième élément, c'est que les opportunités pour les lauréats de gestion sont plus nombreuses. C'est normal. J'ai besoin à El Aouda de gestionnaires, de comptables, j'ai besoin de conseillers fiscaux, etc. Mais je n'ai pas besoin, par exemple, à El Aouda de 20 économistes. J'ai besoin dans une petite ville d'un économiste ou 2 économistes. Donc,
la capacité d'absorption de l'économie du gestionnaire est plus élevée que la capacité d'absorption des économistes. Ça, c'est un fait. J'ai signalé ça en vert. C'est par nature. Ok, c'est par nature. C'est comme on a besoin d'un seul président dans un pays, on a besoin de plusieurs ministres. Donc c'est la chose. Les formations en économie sont élitistes. Par nature, sont élitistes. C'est-à-dire élitistes, les candidats sont moins nombreux et la sélection est plus dure. Ok, comme l'a dit Adil, il faut des formations en mathématiques, en statistiques, avec toute l'articulation de la séquence pédagogique allant des probabilités vers les statistiques mathématiques, etc. Alors, la situation actuelle, que tout le monde dit qu'on ne forme pas de bons économistes. Ok, pardon, la réduction drastique du nombre des inscrits en licence purement économique. C'est juste dans les dernières 10 années, il y avait chez nous, à la fac d'Agdel, où on a des licences purement économiques, on passe de 30 à 40 étudiants chaque année à 10 à 20 étudiants chaque année. Ok? Donc, ça c'est un fait. Mais l'autre fait aussi, partout la demande des économistes augmente. Vous faites des annonces par un grand nombre d'institutions qui cherchent des économistes. Donc, remarquez bien le paradoxe. Il y a d'un côté faible demande des étudiants des formations d'économistes et de l'autre côté on demande de très bons économistes. Là où je passe, on me dit on veut de très bons économistes et malheureusement on ne les trouve pas. Et il y a un sentiment que nous ne formons pas des économistes de haut niveau. C'est un sentiment, bien c'est une conviction à vous. Je vous laisse, peut-être c'est avec le temps qu'on va répondre à cette question. J'ai remarqué que on a remarqué, moi et mon co-auteur, que les programmes couvrent de moins en moins les chapitres avancés.